Et à un certain moment, le rhumatisme articulaire était endémique en Égypte. On avait beaucoup de malades valvulaires, beaucoup de patients ayant des pathologies valvulaires. Même l'utilisation intempestive des antibiotiques a fait en sorte que le rhumatisme articulaire a diminué. Et on voit de moins en moins des pathologies valvulaires comme on voyait dans les années 80 et comme en France, par exemple, on voyait dans la période d'après-guerre. On voit très peu. Mais par contre, on voit beaucoup plus de pathologies dégénératives d'aorte parce qu'on opère de plus en plus de personnes âgées. Concernant la pathologie, l'anomalie les anomalies congénitales, il y a deux causes des anomalies congénitales. Vous savez, pendant la grossesse, il y a les 3 premiers mois de la grossesse où l'enfant, c'est la période embryonnaire où le malade se forme. Ensuite, la période fœtale où le fœtus déjà formé commence à grandir. Dans cette pathologie période embryonnaire, lorsque la malade reprend des médicaments d'une façon intempestive, des antibiotiques ou des traitements pour la grippe, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie virale, en particulier la rubéole, le cytomégalique, le virus cytomégalique, ou un parasite qui s'appelle la toxoplasmose, qu'on obtient, qu'on attrape en embrassant le petit chien ou le chat, etc. Cependant, il y a aussi des maladies héréditaires, c'est-à-dire il y a une aberration chromosomique, par exemple comme la trisomie, l'enfant, les Mongols, les trisomiques. Ça, ce sont des anomalies héréditaires. Après, donc, si on évite que la femme prenne des médicaments, qu'elle n'attrape pas la rubéole, les maladies virales, que lorsqu'elle a un chien ou un chat à la maison, elle l'envoie à une clinique vétérinaire pour le soigner de la toxoplasmose, etc., et qu'elle ne prenne aucun médicament sans l'accord d'un médecin bien réfléchi et bien averti dans les problèmes des maladies tératogéniques. Pardon. Dans ce cas-là, on évite le développement de maladies congénitales. Maintenant, revenons à la maladie cardiovasculaire, les coronaires et la pathologie coronaire. L'élément le plus ancien, numéro 1, c'est le tabagisme. Numéro 2, le tabagisme. Numéro 3, le tabagisme. Il faut arrêter de fumer. Les gens ici fument comme des pompiers. Les élèves dans les écoles fument comme des pompiers. Dans les films, on commence à voir c'était terminé, mais maintenant on commence à voir des femmes ou de jolies femmes qui sont en train, comme un signe de snobisme. Or, maintenant en Europe, une femme qui porte une cigarette ou qui a une cigarette au bec, une clope au bec dans une voiture, c'est un signe d'arriérisme. Je crois que ça, c'est très important, le tabagisme. Deuxièmement, le diabète. Il faut contrôler le diabète et améliorer. Troisièmement, l'hypertension, l'obésité, mais c'est pas moi qui dis ça, mais l'obésité. Et avoir une vie, éviter la vie sédentaire. C'est-à-dire, il faut bouger, avoir une vie sportive. Et malheureusement, dans nos écoles, maintenant, on a de moins en moins, dans nos écoles, on a de moins en moins de notes sur l'activité sportive des enfants. Il y a une autre pathologie, c'est la pathologie du muscle cardiaque. La pathologie du muscle cardiaque, c'est tout un chapitre, et en général lié à des pathologies héréditaires. Même les pathologies virales, ils n'ont pas le gène qui les protège de l'infection virale. En tant que ministre de la Santé au gouvernement parallèle du parti WAFD, quelles sont vos idées concernant ce ministère clé en Égypte? Voilà, alors il y a quatre chapitres très importants. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le coût de la médecine est en augmentation, une augmentation croissante. Et qu'on n'arriverait jamais
à couvrir les frais. Donc, en tant que ministre de la Santé du gouvernement parallèle, j'ai eu un siège au comité national qui reforme le système de sécurité sociale. Donc, on a fait une nouvelle loi de sécurité sociale. Mais l'intéressant là-dedans, c'est que, d'abord, augmenter les cotisations. Par exemple, un professeur universitaire. Un professeur universitaire, son salaire est de 1000 livres, même moins, 800 livres. Mais lui, il touche 10 000 livres. Indemnité de recherche, indemnité de batative, etc. Lorsqu'il paie sa cotisation, il paie sa cotisation sur les 1000 livres. Alors que l'ouvrier, son planton, il gagne 800 livres, 900 livres. Ça, c'est du temps du socialisme. Mais il n'a pas d'autre indemnité. Et il paie presque la même cotisation. Ce qui fait que dans le système actuel, ce sont les pauvres qui traitent les riches. Ça, donc il y a par exemple des généraux dans la police. Il arrive quelquefois à avoir 100 000 livres comme salaire, ou un gouverneur ou un directeur de banque. Il arrive à avoir 1 million de livres. Et celui-là, son salaire original est de 1000 livres. Donc, lorsqu'il fait la cotisation, il fait la cotisation. C'est pas normal. Donc maintenant, on va faire la cotisation, 1% que paie l'employé, 3% que paie l'employeur et 0,5% pour la femme, pour chaque enfant. Ça va augmenter la cotisation et augmenter le revenu de la sécurité sociale. Donc ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est que une fois qu'on a augmenté la cotisation, il faut maintenant, il y a une injustice dans la distribution des malades, dans la distribution des équipements. Et il faut créer ce qu'on appelle une organisation générale de la santé, ou le ministère. Mais cette organisation, elle doit couvrir toute institution médicale dans ce pays, qu'il soit privé, qu'il soit de l'armée, de la police, etc. Par exemple, vous avez des hôpitaux comme les hôpitaux, par exemple, des chemins de fer, l'hôpital de la société de sucre, l'hôpital de je ne sais pas. Ces hôpitaux-là, ils sont dirigés par des fonctionnaires de ces sociétés. Là, ces hôpitaux doivent être sous la tutelle de cette organisation. Le profit de l'hôpital, parce que si vous avez un hôpital, il faut que vous ayez un profit. Le profit de l'hôpital doit revenir à celui qui l'a fait, il n'y a pas de problème. Mais la distribution des malades, la distribution des médecins, la distribution de la formation, la distribution des formateurs et des médecins formés doit être sous la tutelle de ça. Vous avez des hôpitaux vides en Égypte où il n'y a ni malades ni médecins. Et où l'infrastructure est... Allez voir à Ras Cedre, par exemple. À Ras Cedre, il y a un hôpital, on ne le trouverait pas à Cleveland Clinic. Il est capable d'offrir un service médical très au point. Il n'y a ni malade, ni... et cette organisation doit distribuer non seulement les malades et les équipements. Deuxièmement, étant donné que le coût de la santé est très, très cher, il faut commencer par donner une plus grande importance à la prévention. Et lorsqu'on parle de prévention, c'est la prévention moderne. Par exemple, pour éviter le système digestif, les cancers du système digestif, tous les ans, tout homme ou toute femme doit faire une analyse des selles pour voir s'il y a du sang occulte dans les selles. Si on trouve du sang occulte, on lui fait une endoscopie. Dans ce cas-là, on arrive à faire une détection précoce pour éviter d'avoir un malade qui a besoin de la chimiothérapie, de la grande chirurgie, etc. Interdire bon, mais il y a deux aspects de la prévention. Il y a l'aspect mass média, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Ça, c'est pris par le service du ministère de la Santé. Mais les tests de la détection précoce, ça doit être pris par la sécurité sociale. Et avant de vous quitter, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste du futur de l'Égypte? Non, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Je pense que ça ira bien, mais il faut savoir pondérer les passions. Et si on modère et modérer nos propos, on arrivera à un consensus national.
Vous savez, dans notre système de sécurité sociale, dans la commission de sécurité sociale, il y avait des représentants de tous les partis, de droite, de gauche, etc., du milieu artistique. Mais enfin, avec la bonne volonté, on arrive à atteindre un consensus. Et c'est pour ça qu'il faut être très avec la divergence des magistrats au sein des 50 là. Je crois qu'il faut leur faire la leçon et leur dire, mais messieurs, vous êtes les juges et vous êtes les garants de la liberté et les garants de la démocratie. Si vous divergez entre vous et en public, là, c'est pas bon. Je crois que c'est le message que je dois dire.